Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Saint-Raphaël, Fréjus, deux villes aux rues tellement entrelacées que l'on dirait deux sœurs qui se tiennent par la main. Vous en voyez là les deux plages qui commencent par Saint-Raphaël, ensuite Fréjus, un peu plus sur la gauche, et nous allons arriver au port de la Galiote, à Saint-Égulphe, où nous nous trouvons actuellement. Sous vos yeux, les deux plus grandes plages de la Côte d'Azur qui sont finalement le visage moderne de deux très vieilles villes. L'aînée, c'est Fréjus, qui a sans doute été créée par les Romains en l'an 126 avant Jésus-Christ. Fréjus, cela veut dire la ville de Jules, en hommage à Jules César, mais on n'a jamais très bien su si Jules César était venu ou non à Fréjus, ce qui, avec du recul d'ailleurs, n'a aucune importance. Saint-Raphaël est né beaucoup plus tard, en 1030, après Jésus-Christ, autour d'un monastère, le monastère des Templiers, dont il reste d'ailleurs dans la ville une tour et une très vieille église. Tout au long des siècles, et sans vouloir entrer dans la querelle des historiens, on peut dire que Fréjus a été le siège de l'évêché, la capitale de l'activité économique, alors que Saint-Raphaël était le centre de loisirs et de repos des seigneurs et des notables de la région. Maintenant, nous allons le voir, les deux communes ont une même vocation, le tourisme, devant une mer très belle que vous voyez actuellement. Et cette mer a même une légende. On dit qu'il y a une ville engloutie au large de Saint-Raphaël et que certains soirs d'été, on entend les cloches et les bruits de canon. Nous n'allons pas pouvoir éclaircir ce mystère aujourd'hui, bien entendu. En revanche, nous allons au cours de cette émission aborder divers problèmes qui intéressent la Côte d'Azur et en particulier Fréjus et Saint-Raphaël. Pour cela, nous avons invité M. Delplanque, le préfet du Var, le docteur Giraud, maire de Saint-Raphaël, M. Héritier, le maire de Fréjus, et notre confrère Louis Cagnol, le chef d'édition du Var de Nice Matin. Commençons d'abord par les grands événements de l'actualité, et d'abord Apollo 15, un lancement au millième de seconde, vous le savez, et puis quelques ennuis cette nuit. Voici le point par François de Closet à Paris. Oui, que s'est-il passé? Bien vers minuit, les astronautes ont vu s'allumer une des nombreuses lampes qui se trouvent sur leur tableau de bord. Alors en principe, quand cette lampe s'allume, cela signifie qu'il y a des ennuis avec une valve qui sert à alimenter en carburant le moteur du vaisseau Apollo. Ça pouvait donc être extrêmement grave, ça pouvait signifier qu'on ne pouvait plus manœuvrer. En fait, il semble que ce soit la lampe et non pas la valve qui soit défectueuse, parce qu'aux dernières nouvelles, lorsque les astronautes donnent un peu du poing sur le tableau de bord, la lampe s'allume aussi. Alors si c'est ça, vraiment, il y a très peu de choses, et pour le moment, la mission continue normalement. De toute façon, il y aura demain une correction de trajectoire, et on verra bien à ce moment-là comment fonctionne le moteur du vaisseau Apollo. Alors, si vous le voulez, avec quelques images, nous allons évoquer brièvement la suite de cette mission. Il y a d'abord l'arrivée du train spatial en orbite lunaire, cela se passera jeudi à 9h07, et puis après il y aura l'atterrissage vendredi à 11h15, et commencera samedi la sortie lunaire avec la mise en place tout d'abord de la Jeep qui est repliée, vous savez, dans une sorte de petit placard au bas du LEM, et puis ces trois fantastiques excursions dans cette région des Apennins, avec ces montagnes, avec cette vallée profonde, vraiment un spectacle extraordinaire qui nous est promis. Et puis lundi à 6h09, retenez bien, il y aura le décollage en direct, vous le voyez sur ce dessin. La caméra sera restée braquée et alimentée sur la Jeep et elle nous permettra d'assister pour la première fois à un décollage de la Lune. Mais la mission n'est pas finie pour autant. Pendant 2 jours, les astronautes vont continuer à tourner autour de la Lune et vous le voyez, le vaisseau Apollo a sa partie inférieure ouverte, c'est la partie laboratoire et pendant 2 jours, la Lune va être auscultée, palpée, mesurée, photographiée, etc. Et mercredi à 9h18, les astronautes vont quitter l'orbite lunaire après avoir laissé un souvenir, un petit satellite de 35 kg qui continuera le travail autour de la Lune. Enfin, autre rendez-vous pour vous, pour nous, téléspectateurs, jeudi à 4h34 de l'après-midi, eh bien, nous aurons la sortie de Warden dans l'espace qui ira dans ce laboratoire du vaisseau Apollo récupérer les films et les instruments de mesure. Alors, voilà la suite, mais pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout se passe bien à bord d'Apollo 15, les astronautes se reposent, dorment.
À vous le faire. Voyons maintenant les autres dossiers de l'actualité. En politique étrangère, deux choses à noter ce matin. D'abord, au Soudan, l'exécution du colonel El Nour, le chef du coup d'État manqué. Il a été fusillé hier soir et le général Nimeri poursuit, semble-t-il, une répression sévère, surtout dans les milieux politiques et syndicaux. Au Caire, maintenant, le président Sadat a reçu les pleins pouvoirs et il s'est engagé à régler d'une façon ou d'une autre le problème du Proche-Orient dans les 5 mois qui viennent. En France, maintenant, le scandale de la garantie foncière. Premier interrogatoire cet après-midi, c'est Mme Frinkel qui va commencer dans le cabinet du juge d'instruction Chevalier, pardon. Elle va demander sa mise en liberté provisoire. Une mise au point de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS signale qu'il n'y a plus de danger d'expansion de l'épidémie de choléra en Espagne, mais recommande tout de même aux touristes de se faire vacciner. Et puis, vous le voyez, il fait ici un temps splendide, mais toute la France n'a pas la même chance. Il y a eu des inondations sur la côte basque et des trompes d'eau sur le Limousin. Voici d'ailleurs un reportage de notre station de Bordeaux à ce sujet. 41 mm d'eau, c'est ce qu'il est tombé cette nuit sur Limoges entre 21h et 3h du matin, conséquence d'un très violent orage qui s'est abattu sur le Limousin, transformant les rues de la métropole régionale en véritables cours d'eau. Dans certaines artères de la périphérie, le niveau atteignait parfois même 1 mètre, interdisant bien sûr toute circulation. La nationale conduisant à Périgueux fut même coupée à la suite du ravinement. Conséquence également de l'orage, des coupures de courant, des caves inondées, des égouts bouchés, des rues parfois boursouflées. Les pompiers, quant à eux, ont vécu une nuit de travail, sollicités de toutes parts jusqu'au petit matin où la circulation redevenait à peu près normale. Les Limougeaux, pour leur part, ont très mal dormi sous le feu roulant du tonnerre et des éclairs. Spectacle son et lumière parfois dantesque qui a laissé place à l'aube à un timide soleil qui a permis de se rendre compte de l'importance des dégâts. Soleil timide, en effet, il y a 1 heure environ, un nouvel orage a noyé Limoges sous des trompes d'eau. Ce n'est pas l'été que nous connaissons en Limousin, mais le déluge. Retournons maintenant à Paris pour les sports, en particulier le match Cohen-Griffith, cette nuit au Madison de New York. Patrick Chaput. Oui, il y avait cette nuit 2 matchs importants de boxe, ce match Cohen-Griffith et puis surtout le match Cassius Clay-Jimmy Ellis. Tout d'abord, au Madison Square Garden de New York, Max Cohen, le champion de France des moyens, a subi une défaite devant Griffith, qui est l'ancien champion du monde. Une défaite assez nette, car Max Cohen manque manifestement de métier. Max Cohen qui est ici à droite et qui n'a pas l'habitude des rings américains. Il a traité son adversaire de truqueur, et pourtant c'est lui qui a reçu 4 avertissements pour boxe irrégulière. Griffith va maintenant affronter pour le titre mondial des moyens l'Argentin Carlos Monzon. Le match aura lieu le 18 septembre à Buenos Aires. Max Cohen, tout de suite après sa défaite, n'a pas tardé à revenir autour du ring puisqu'il assistait à la télévision au match qui opposait Cassius Clay à Jimmy Ellis. Ce combat avait lieu à Houston à l'occasion du lancement d'Apollo 15. Voici Cassius Clay à droite, Jimmy Ellis qui porte une superbe barbe et qui a été choisi par Cassius Clay car il est l'un de ses anciens compagnons d'entraînement. Ce qui n'empêche pas Mohamed Ali de recevoir ici, vous le voyez, un coup bas de son ancien sparring partner. Jimmy Ellis, on sans doute, ne tarit pas d'éloges sur Cassius Clay. Il dit tout simplement Cassius est dans une condition remarquable, il est vraiment redevenu ce qu'il était. En fait, Clay a paru très à l'aise, esquivant très bien, grâce surtout à son jeu de jambes retrouvé. C'est au 11e round, alors qu'il mène au point, que Cassius Clay affirme son succès, surtout grâce à son gauche comme ici, et surtout grâce à une allonge très supérieure. Jimmy Ellis accuse les coups, et au 11e round, Jimmy Ellis ne tient plus sur ses jambes. Vous allez le voir, c'est fini. L'arbitre arrête le combat, Clay l'emporte par KO technique. Clay a retrouvé toute sa morgue, il clame dans les micros de nos confrères américains « Je suis le plus fort, je veux retrouver Joe Frazier ». En attendant, dans 6 semaines, il va retrouver Jerry Quarry, mais en attendant, nous retournons au soleil, à Saint-Raphaël, avec Paul Lefebvre. Eh bien oui, sur la plage de Saint-Égulphe, comme sur toutes les plages de France, la mode d'aujourd'hui est réduite un peu son plus simple appareil, vous pouvez le constater, c'est d'ailleurs assez charmant. N'empêche que les couturiers, mesdames, s'emploient actuellement à vous présenter les lignes et les couleurs de ce qu'il faudra porter cet hiver. Tendance générale, il paraît que la mode minette est finie, on revient à une élégance plus étudiée, disons. Voici d'ailleurs quelques images des collections Balmain, Molineux et Torrente que vous présente Isis Lamy. Pierre Balmain, des robes de cocktail aux genoux. Certes, oui. Ces robes de cocktail sont très souvent comme celle-ci, transparentes, très
séduisantes, j'espère, dans des crêpes georgettes avec des interventions de velours. Au contraire, les robes du soir, elles font appel à une coupe très nouvelle qui laisse jouer le tissu dans des drapés qui vont quelquefois jusqu'à l'ourlet. Pour les manteaux, nous avons pensé que pour cet hiver, les épaules larges, qui sont déjà devenues très en faveur depuis la saison dernière, devaient continuer. Quant aux fourrures, elles seront présentes très souvent dans la collection, sous formes diverses, d'ensemble pour le sport, à pantalon. Et même en pantalon. Et puis les mariées, vous savez, toujours traditionnelles, cette fois-ci, nous avons fait une mariée très différente parce qu'elle est entièrement drapée avec des manches qui accompagnent jusqu'à la traîne. Du matin au soir, les emmanchures sont très larges. Oui, c'est la grande modification de la collection. Chez Molineux, 3 modélistes. Vous, Jean-Claude Morin, qui proposez des manteaux couleurs violentes. Des manteaux à jupe ondulante, à taille fine et à grand col doudoune, dans des couleurs gaies, des manteaux pour jeunes femmes parisiennes. La robe est en lainage uni. En lainage uni, un peu suggestif, un peu transparent, mais très en mohair, très confortable aussi, facile à porter, et avec une taille étranglée également jolie. Manteau uni pour Élise Zabaleta. J'ai un manteau de cocher, à ligne assez droite, et dans une ambiance un peu noire, qu'il se porte avec une robe noire, bas noir, chaussures noires, Et un grand chapeau noir. Et un grand chapeau noir qui ombre tout le visage. Pour le soir, John Tullis propose une robe de mousseline. Une robe de mousseline portée avec une petite veste ailleurs, parfait pour le petit dîner, pour le théâtre, très féminin. Rosette Mett, vous nous proposez une mode animée pour la collection Torrente de l'hiver prochain. Oui, une mode tout à fait décontractée. On mitouflé dans des fourrures, une pointe de romantisme, des jupes qui s'évasent et très raccourcies. Les femmes veulent une mode courte. Et les vestes sont longues. Les vestes sont longues, elles s'appuient sur la pointe des hanches, elles descendent gentiment et elles ont une ligne très au corps, elles sont très structurées. Beaucoup de fourrure. Hein. Beaucoup de fourrures en accessoires, mais des fourrures de couleur, comme vous le voyez. La femme est uniforme dans ses couleurs, avec des contrastes de robes avec les manteaux. Des petites robes simples. Le manteau est un peu plus long que la robe. Oui, souvent. Vos robes sont brillantes vers le soir. Oui, des tissus lumineux, chatoyants, très très époustouflants, avec des formes sages et simples. Des robes mobiles, comme le reste de la collection, et très féminines. Et pour le soir? Des robes plus intransigeantes, plus structurées, beaucoup sont décolletées. Des robes longues? Longues, un peu plus agressives. Mais j'aime beaucoup les robes de dîner et de cocktail cette année. De la mode à la finance, je ne ferai pas de transition, bien qu'il y ait parfois quelques liens. Le sujet numéro 1 des commentaires aujourd'hui à la bourse, c'est certainement la chute des réserves d'or et de devises des États-Unis. Commentaire de Michel Tardieu à la bourse. Eh bien oui, les réserves américaines ont baissé et c'est ce qui explique que l'or, lui, continue de monter. Il faut dire d'ailleurs qu'hier, les seconds cours à Londres avaient été meilleurs que les premiers, de même que sur le marché des valeurs à Paris, où les cours de clôture ont été meilleurs que les cours d'ouverture. Et sur les deux marchés, on continue sur la bonne impression finale, on monte aussi bien à la bourse que sur le marché de l'or. En ce qui concerne les réserves américaines, les Américains ont perdu 1,7 milliard de dollars pendant le premier semestre. C'est considérable et cette perte ramène les réserves américaines autour du seuil fatidique de 10 milliards de dollars. Les autorités américaines ont toujours dit qu'il ne fallait pas descendre en dessous de 10 milliards de dollars. Or, certains spécialistes disent qu'on est déjà en dessous si on calcule en tenant compte des dettes des Américains vis-à-vis du FMI. Ce seuil fatidique de 10 milliards de dollars représente à peine le 1/5 de ce que les étrangers détiennent comme dollars. Aussi bien les gouvernements qui détiennent plus de 27 milliards que les particuliers qui détiennent plus de 18 milliards. Tout cela sans tenir compte, bien sûr, de la masse monétaire américaine. C'est vous dire que la couverture américaine, la couverture en or de la monnaie américaine, est à peine, si j'ose dire, un couvre-pied. À tout à l'heure pour les cours.
Bien, revenons maintenant au problème de la Côte d'Azur et des problèmes des communes qui nous accueillent. Parmi les sujets de préoccupation, nous en avons choisi 3 pour en parler avec nos invités. Commençons par le dossier des plages privées, après la décision de M. Chalandon de généraliser l'accès à la mer de tous les points du littoral. Dire que tout le monde est d'accord avec le ministre serait une vue de l'esprit, je crois. En voici d'ailleurs un exemple dans le reportage de François Cornet. Je me suis vite fatigué des balades sur le petit port de Saint-Tropez. Quelque part du côté du Cap d'Antibes, à la recherche d'un coin tranquille, voici ce que j'ai trouvé. On m'avait parlé de libre accès aux plages, j'ai pu constater en fait que rien n'avait changé. Les plages sont toutes publiques sur la côte, sauf celles qui sont privées et qui entendent bien le rester. Les décisions de M. Chalandon garantissant l'accès des côtes au public à l'est du Rhône, on ne connaît pas. Je m'en suis rendu compte en voulant jouer les squatteurs de l'onde au Cap d'Antibes. Comment? Ah bon, mais on peut pas se baigner là? Oui. Ah non, mais sans prendre de matelas, est-ce qu'on peut se baigner? Oui. Ah bon, il n'y a pas de problème, on peut se baigner comme on veut. Le vestiaire. Ah non, mais je voudrais pas payer, c'est-à-dire, moi j'ai entendu dire qu'on pouvait venir sur les plages privées. Non, les plages privées, ce sont celles avec le sable. Ça, c'est une plage qui a été construite. Ah bon, alors quelle différence y a-t-il? Parce qu'on m'a dit que, enfin j'ai entendu dire qu'on pouvait se baigner sur n'importe quelle plage sans problème. Ici, nous payons un droit à l'État. Ah bon? Non, mais enfin, il est paru... Vous avez là-bas, oui. Alors à ce moment-là, de l'autre côté, là... Ah oui, mais là, il y a trop de monde, Alors on m'a dit que je pouvais aller sur les plages privées sans aucun problème et que... Mais ça, c'est pas une plage, ça, c'est une construction, ça. Oui. C'est pas la même chose. C'est-à-dire? Eh bien, c'est nous que nous l'avons fabriqué et nous payons à l'État. Bah oui, mais enfin, non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, si je passe, par exemple, si je viens d'ici et que je passe là, et que, non, mais qu'en passant sur votre plage, oui, par exemple, oui, mais qu'en passant... On ne vous interdit pas de passer, mais d'y rester. Ah bon? Il faut payer. Non, mais parce que maintenant, il est paru dans les journaux que le ministre de l'Équipement a dit qu'on pouvait se... Il ne faut pas regarder ce qui a marqué sur les journaux. Ah bon, pourquoi? Hein? Parce que ça, c'est une autre chose, ce qui vous a marqué sur les journaux. Oui, mais enfin, c'est la loi, c'est-à-dire c'est M. Chalandon qui a dit que maintenant... M. Chalandon, il a mis ça pour essayer de passer aux élections, vous comprenez? Il essaie de faire des petites histoires. Mais enfin, vous prenez pas, vous, au sérieux, ce problème-là? Non, c'est-à-dire... non. Second essai, cette fois-ci, je serai intercepté dès l'entrée de la plage. Je veux me baigner. Dans ce cas-là, monsieur, vous avez une plage libre, juste là. Mais parce que, mais non, mais moi j'ai lu dans la presse qu'on pouvait se baigner comme on voulait. Non, il n'y a aucun décret de loi pour l'instant. Ben si, c'est paru dans les journaux, non, monsieur Chalandon a dit qu'on pouvait se baigner. L'histoire de Chalandon. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes, vous êtes avez des plages publiques. J'en avais une ici. Alors, si tout le monde fait comme vous, nous allons être embêtés. Nous payons pour avoir notre tranquillité. Alors, ah oui, si tout le monde fait comme vous, nous allons avoir toute la racaille de partout. Moi, j'ai pas du tout l'intention de payer, puisqu'on m'a dit que je pouvais aller me baigner sans payer. Et alors, vous allez à côté, c'est une plage libre. Oui, mais si on tient à avoir notre tranquillité, alors, si tout le monde fait ça, on va être empoisonné. Ah oui, non, mais je sais bien, mais enfin, moi j'ai lu ça dans les journaux, je croyais qu'on pouvait maintenant... On dit beaucoup de choses. Hein. Oui. Alors, moi, je suis pas d'accord. À côté, vous allez, c'est une plage pareille qu'ici, et vous ne payez pas. Alors allez-y. Les vacanciers que cette dame appelle la racaille, les voici. Ils ont entendu parler des mesures prises par le ministre de l'Équipement et de leurs bons droits, mais ils n'osent pas. La plage privée, pour eux, c'est encore un endroit réservé aux privilégiés, à ceux qui peuvent payer. Dans le Cap d'Antibes, sur 9 km de côte, on ne trouve que 3 plages publiques. Ici, seule la mer n'appartient à personne. To relay my
Dans la petite crique de l'argent faux que l'on surnomme la baie des milliardaires, on ne veut pas parler de ce problème. Sur 15 propriétaires de plages privées à qui j'ai téléphoné, aucun n'a voulu me recevoir. Sur ces rochers, domaine intouchable, inviolable, je n'ai pas pu débarquer sans y être invité. Non, la polémique des plages privées sur la côte est loin de s'atténuer. Le vacancier en rentrant chez lui oubliera peut-être un peu ce problème. En attendant, comme chaque année, on lui aura peut-être un peu gâché ses vacances. Et après tout, c'est peut-être M. Chalandon qu'il aurait fallu inviter pour ce journal spécial. Je vais présenter en tout cas nos interlocuteurs physiquement présents aujourd'hui. Nous avons avec nous le docteur Giraud, qui est conseiller général et maire de Saint-Raphaël, M. Jean Delplanque, qui est préfet du Var, et M. le colonel Héritier, qui est maire de Fréjus. Alors, M. le préfet, nous allons, si vous le voulez bien, commencer par vous. Toute évidence, le ministre de l'Équipement, on n'entend pas sa voix ici. Et je voudrais que vous nous rappeliez un peu ce que sont les dispositions Chalandon, les fameuses dispositions Chalandon. Bon, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure un interviewé dire que ça avait été fait tout cela en vue des élections. Cela m'étonnerait puisque cette disposition remonte, je crois, à Justinien. Ce n'est même pas une loi, au fond, c'est une institution. Chacun a le libre accès à la mer. M. Chalandon a déclenché une politique vigoureuse pour justement permettre l'application de ces dispositions et de ces lois. Alors il y a naturellement deux catégories bien spéciales de plages qui comportent quelques exceptions. Ce sont les plages enclavées et ce sont les plages concédées, ou plus exactement louées. Les plages enclavées, c'est-à-dire les plages enclavées, que les gens se sont appropriées. Non, ce sont celles, par exemple, qui sont entre deux falaises et par lesquelles on ne peut pas arriver par la terre. Et rien que pour le département du Var, je peux vous dire que cette année, nous allons libérer 4 plages en créant des sentiers qui permettront d'y accéder. Quant aux plages concédées, ce sont des plages qui sont concédées aux municipalités, qui les louent à des commerçants, charge à ces commerçants naturellement de les équiper, d'y mettre des parasols, des matelas, et en échange de cette prestation de service, les touristes doivent payer un certain prix. Mais, j'insiste, les touristes peuvent pénétrer dans ces plages et parvenir à la mer. Si vous voulez... Ils ne peuvent pas s'y installer. Ils ne peuvent pas s'y installer. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple qui vous illustrera ce problème. Imaginez, c'est comparable, que nous soyons dans un café. Eh bien, un cafetier a acheté le fonds de commerce, a aménagé son établissement. Les gens ont le droit d'y entrer, mais pour s'asseoir et pour prendre une consommation, il faut payer. Docteur Giraud, y a-t-il des plages privées à Saint-Raphaël? Malheureusement, Saint-Raphaël ne fait pas exception à la règle. Il y a des plages privées à Saint-Raphaël. Monsieur le préfet, je crois, a très bien défini le problème. Il y a, d'une part, des plages où on n'accepte personne. Ce sont ceux-là, les véritables plages privées. Et puis, il y a les plages concédées. Les plages concédées, elles le sont par les municipalités elles-mêmes. Ce sont de vieilles tolérances. Ce sont des tolérances qui sont peut-être légèrement scandaleuses lorsque on en arrive à empêcher la libre disposition du bord de mer, mais il est sûr et certain que le principal problème sera tôt ou tard la création de nouvelles plages. Oui, mais les municipalités sont tout de même très heureuses que les concessionnaires versent des sommes très importantes. Non, non, je crois que les municipalités sont très heureuses que l'on entretienne ces plages. Car, vous le savez, malheureusement, l'éducation du public est peut-être à faire. Et lorsque, pendant quelques jours, il y a eu une occupation des plages par une population très dense, ce qui reste de la plage, on ne peut plus le donner à personne. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des plages privées à Fréjus? À Fréjus, nous avons le privilège de n'avoir aucune plage privée. Nous avons la plus belle plage qui puisse se trouver sur la côte méditerranéenne, entre Marseille et Menton. Nous n'avons pas de plage privée, pas une, pas un centimètre carré de plage n'est privé.
Nous avons bien entendu, comme dans toutes les municipalités qui disposent de terrain sur le littoral, nous avons des lots concédés qui nous sont loués par les domaines et que nous sous-louons à des plagistes. Mais ces plagistes n'interdisent en aucun cas l'accès à la mer. Il est possible de traverser le lot de plages qu'ils ont loué, sans y stationner bien entendu. En tout cas, aucune entrave n'est faite aux baigneurs à Fréjus. Alors si des touristes ont des difficultés dans des localités que je ne nommerai pas, mais qui ont été nommées lors de la présentation du petit film que vous avez vu, je leur dis venez à Fréjus, aucune entrave, vous pourrez vous baigner très librement et accéder à la plage comme vous l'entendez. Monsieur le préfet, il était question aussi de créer des réserves foncières, je crois, sur le littoral du Var. Qu'en est-il? Vous avez parlé des chemins littoraux tout à l'heure, mais les réserves... C'est exact d'ailleurs, le gouvernement a prévu des crédits d'espace vert. Ce sont des sommes qui sont mises à la disposition du Conseil général, qui en a la disposition. Et je peux vous dire que le Conseil général du département du Var, en accord d'ailleurs total avec l'administration, a déjà acheté des espaces verts au bord de mer pour une somme, je crois, mon cher conseiller général, de l'ordre de 500 millions. Bon, et nous allons d'ailleurs participer à l'achat de Porquerolles, puisque le Conseil général a voulu joindre ses efforts aux efforts du gouvernement. Ça nous amène d'ailleurs au deuxième problème que nous voulons traiter sur la Côte d'Azur, celui de l'urbanisation et de l'équipement en général. Il faut bien le dire, le béton s'installe un peu partout, d'une façon qui n'est pas toujours très ordonnée, ni même de bon goût. Nous allons d'ailleurs en parler avec nos invités, mais d'abord le reportage de Christian Guy. Mise à la mode il y a un demi-siècle par de riches Anglais qui fuyaient le brouillard, la Côte d'Azur risque aujourd'hui de s'obscurcir d'une brume plus épaisse que celle de Londres, une véritable brume de béton. Marina Baie des Anges, par exemple, le dernier né de cette rage de construire qui sévit sur la côte depuis que la mer et le soleil sont à la mode, a peut-être, malgré ses qualités architecturales, dépassé la mesure. On peut se demander en effet si Marina est bien située à cet endroit. Il s'avère qu'il n'est pas très bien situé dans la mesure où il a l'aspect d'un véritable mur de béton et par conséquent cela est néfaste sur le plan paysager. D'autre part, a-t-on réellement prévu toutes les infrastructures nécessaires pour que vivent les gens qui habitent dans Marina? Plage publique, infrastructures routières, équipements collectifs, ce sont aujourd'hui les mots-clés des responsables de l'urbanisme de la Côte d'Azur, bien avant celui d'architecture. Depuis des années, fascinés par le site, poussés par un tourisme vorace mais inorganisé, on construit inlassablement sur la moindre parcelle pour accueillir toujours plus de monde. 97% de la population des Alpes-Maritimes vit sur la côte, la quasi-totalité des touristes s'y entassent. Au total, en pleine saison, plus d'1 300 000 personnes. Mais pour certains, cela ne suffit pas encore et les plans d'urbanisme en cours d'établissement dans les communes du bord de mer montrent hélas que cette véritable boulimie immobilière n'est guère en passe de se calmer. Il y a deux obstacles à éviter. Le premier, c'est qu'il ne faut pas considérer la Côte d'Azur comme un musée. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas non plus que 2 millions d'habitants vivent entre Théoul et Menton. Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas trouver sur un si petit espace les équipements collectifs indispensables, les écoles, les espaces verts par exemple, et de même, on peut se demander si l'accès aux plages serait encore possible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement loger 2 millions de personnes, mais elles ne pourraient plus rien faire. On le pourrait, mais dans des conditions telles qu'on ne voit pas très bien comment elles vivraient. Alors, que faire? Les pouvoirs publics tentent bien de freiner les constructions, notamment celles des immeubles de grande hauteur, mais ils ne peuvent rejeter en l'état actuel de la législation toutes les demandes de permis de construire. Reste une solution, la redécouverte de l'arrière-pays, jadis agricole, aujourd'hui abandonné, mais qui peut peut-être sauver le bord de mer d'une véritable asphyxie. Pour cela, il faut d'abord y faire revenir une partie de la population locale en créant des activités nouvelles. 2 projets sont en cours de réalisation. Carros Ville Nouvelle, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nice, dans la vallée du Var, avec une importante zone industrielle, et puis le plateau de Valbonne, au cœur de l'Esterel, où s'installeront prochainement plusieurs centres de recherche et de gestion. D'autres projets dans les secteurs de Grasse, de Vence et de Comte-Blossac viendront renforcer cette véritable reconquête. Reconquête qui, quand même, il faut souligner, doit être faite de façon très ordonnée.
Sinon, on risquerait d'aboutir dans l'arrière-pays ou dans le moyen-pays à un phénomène de développement anarchique analogue à celui qu'on voit se dérouler actuellement. Mais justement, est-ce qu'en l'état actuel des textes qui régissent l'urbanisme, est-ce que c'est possible ce développement organisé, structuré? Il est possible, mais il y a toujours un risque. Quel risque? Le risque du développement anarchique de l'urbanisation et le risque de la spéculation foncière qui est toujours possible. Oui, à Valbonne, le terrain équipé ne coûte encore que 20 francs le mètre carré. Mais lorsque les routes seront faites, saura-t-on éviter ici la spéculation et l'augmentation des prix, considérés aujourd'hui comme naturels sur la Côte d'Azur? Ces prix voisins de ceux de Paris n'empêchent nullement d'ailleurs la réalisation d'ensembles harmonieux parfaitement intégrés dans le site et qui font rêver. À cela près qu'il faut montrer patte blanche seulement pour voir. Détail sans doute, mais qui montre bien qu'en 1971, pour faire un urbanisme qui préserve à la fois le paysage et le droit de tous à la mer et au soleil, il ne suffit plus de bâtir quelque chose simplement entre la plage et le ciel. Oui, alors messieurs, à des titres divers, vous êtes tous les trois tout de même comptables de la beauté de ce pays. Ensemble. Tous les trois solidairement, et j'aimerais qu'on en parle un peu. Alors monsieur le préfet. Écoutez, la beauté du littoral du Var, où 40% du littoral a été préservé. Et la beauté de l'arrière-pays nous montre et nous démontre l'amplitude de nos responsabilités. Nous ne devons pas laisser l'urbanisme se développer d'une manière cancérigène. C'est pourquoi, d'accord avec les maires, et ça fait l'objet d'une très longue discussion au cours de la réunion de l'association des maires, nous avons décidé d'envisager le problème d'une manière globale. C'est-à-dire de ne pas laisser tel ou tel s'installer d'une manière cancérigène, parce qu'il faut préserver l'harmonie et de l'arrière-pays, et également préserver le littoral d'un mur de béton. Il ne faut pas freiner l'industrie du bâtiment. Mais nous ne devons pas d'ailleurs freiner l'industrie du bâtiment. D'ailleurs, pour autant, on va presque dire que le 1er juin de cette année, il y avait déjà 6200 permis de construire contre 5600 l'an dernier. C'est dire que nous n'avons rien freiné du tout. Mais il importe quand même d'avoir une vue d'ensemble. C'est pourquoi chaque ville prépare ou a préparé un plan d'urbanisme, et ceux qui ne l'ont pas fait sont en train de prévoir des plans d'occupation des sols. Et par exemple, le maire de Fréjus, il va en dire un mot tout à l'heure, est en train de prévoir son plan d'occupation des sols. Je sais bien naturellement que c'est assez long, mais j'ai décidé de procéder à une procédure d'urgence, même presque de catastrophe, et d'envoyer des fonctionnaires de l'équipement qui, avant la fin de l'année, feront 30 plans d'occupation des sols pour les villes de l'arrière-pays et du littoral, et prévoiront 50 plans sommaires pour donner aux maires un cadre dans le cadre duquel ils pourront exercer leurs responsabilités. Monsieur le maire. Eh bien écoutez, nous avons de grands projets d'urbanisme à Fréjus. Mais malheureusement, il y a une hypothèque qui pèse sur notre commune, une très lourde hypothèque. C'est l'aéroport de dégagement. L'aéroport de dégagement de celui de Nice. L'aéroport de Nice, tout le monde le sait maintenant, sera arrivé à saturation au plus tard en 1980. Il sera donc nécessaire à cette date de pouvoir mettre en service un aéroport international de dégagement. Je sais que les terrains de la commune de Fréjus ont été envisagés pour la création de cet aéroport. Alors je dis ici tout net, nous n'en voulons pas. Nous avons de grands projets d'urbanisme, ils seraient absolument irréalisables si cette menace prenait corps. Oui, mais on ne peut pas à la fois vouloir les touristes et ne pas vouloir qu'ils viennent. Ah, pardon, les touristes viendraient à Fréjus pour débarquer de leur avion, mais en aucun cas n'y séjourneraient. Il n'est pas question pour eux de séjourner dans le cône de bruit, le cône de nuisance que provoque un aéroport. Non seulement plus aucun touriste ne viendrait s'installer chez nous, mais ceux qui y sont déjà venus partiraient le plus vite qu'ils le pourraient. C'est pourquoi il faut absolument que cette hypothèque soit levée. Alors je dois dire que M. Bénard, le député de la circonscription, m'a promis d'obtenir pour moi une audience auprès de M. Chaban-Delmas, le Premier ministre, de façon à ce qu'on sache, à Fréjus, à quoi s'en tenir. Parce que si on a un aéroport de dégagement, eh bien Fréjus redeviendra ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une petite commune essentiellement rurale. Si au contraire cette menace est définitivement écartée, nous pouvons faire de très très grandes choses à Fréjus, étant donné les terrains, les milliers d'hectares encore vierges dont nous disposons. Et vous avez aussi un terrain qui est fantastique, avec 3 km de côte, qui est le terrain de la base aéronavale. Ça ne vous tente pas de temps en temps de... Ah, le terrain de la base aéronavale. Alors là, vous savez qu'il y a des bruits qui ont couru. Périodiquement, on les voit recourir.
Il s'agit du transfert de la base aéronavale de Fréjus ailleurs. On cite en particulier le nom de Palivestre, hier Palivestre. Alors là, ma position est très nette. J'ai déjà signalé aux syndicats locaux qui s'en étaient émus. Nous tenons à ce qu'elle reste. La base aéronavale emploie 150 civils de Fréjus. Et ces 150 civils, ça fait vivre, on peut le dire, pas loin d'1 millier de personnes. Sans compter tout l'argent qui est déversé dans le commerce local par les marins eux-mêmes. Mais on peut très bien concevoir que cette base aéronavale reste, mais sans pour autant continuer d'occuper les centaines et centaines d'hectares dont, à mon avis, elle n'a pas en totalité besoin. Espérons que le ministre des Armées... Le maire a un gros problème. Il est certain que la virtualité de la création d'un aérodrome est une hypothèque qui empêche d'ailleurs de faire un plan d'urbanisme global et qui gèle certains terrains. Absolument. Monsieur le maire de Saint-Raphaël, vous avez des projets de fusion, vous y pensez tout au moins entre vos deux localités? Oui, nous y pensons depuis très longtemps, puisque un de mes adjoints, Maître Loisel, me signalait que, étant membre d'un conseil municipal immédiatement après la libération, ce conseil municipal avait pris une délibération demandant la fusion immédiate des deux villes. Ce qui prouve bien que le problème n'est pas nouveau. Mais c'est un problème très difficile à résoudre. Nous pouvons considérer que les deux villes, tout en étant quasiment jumelles, ont une expansion qui se fait dans des directions opposées. L'urbanisation à Saint-Raphaël, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une urbanisation très difficile. Et nous avons, sur le plan de Saint-Raphaël, à envisager, avant de traiter le problème de la fusion, de traiter de tous les problèmes de l'équipement de la ville jumelée. Et je crois que M. le maire de Fréjus sera d'accord avec moi pour dire qu'il est absolument nécessaire de faire un programme très élaboré avant de rentrer directement dans la fusion organique des deux villes. Donc ça n'est pas pour demain. On va peut-être pouvoir continuer, si vous le voulez bien, à feuilleter ce journal, Paul Lefebvre. Le troisième dossier, c'est celui du feu, qui est l'un des fléaux qui ravagent cette région. D'ailleurs, vous allez voir quelques images. Ces images datent d'une dizaine de jours. Elles ont été prises en Corse. Et ce sont les mêmes images de l'incendie qui se poursuit actuellement, toujours en Corse, du côté de Porto-Vecchio. Le foyer n'est pas totalement maîtrisé et les pompiers, bien sûr, restent sur leur garde. Alors des feux comme celui-ci, il y en a chaque année sur la Côte d'Azur. Et pour tenter de limiter les dégâts, de prévenir le feu, les préfets et les conseils généraux des Alpes-Maritimes et du Var ont mis sur pied ce qu'on appelle le plan Mistral. C'est une enquête de François Cornet. Orange, unité de Bengale. Bengale, je vous écoute, transmettez. Bien signalé dans votre secteur. Rien à signaler pour l'instant. Situation calme. À vous. Alors reçu, mais augmentez votre vigilance. Le Mistral est annoncé par la météo. Terminé. Très bien, on ouvrira l'œil là-bas. Ce sont les anges gardiens de la forêt méditerranéenne. Reliés par radiotéléphone avec les postes de secours et les moyens aériens de la protection civile, ces vigies, implantées par les services départementaux et le ministère de l'Agriculture sur les points hauts du littoral méditerranéen, peuvent donner l'alerte dès le départ d'un incendie. Bien qu'efficaces, elles sont en nombre insuffisant, 22 seulement, pour surveiller les 600 000 hectares de forêt des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Après la triste leçon tirée des catastrophes de l'an passé, 11 morts et 73 000 hectares de forêts détruites dans les 3 départements et en Corse, les préfets de ces départements ont lancé une campagne afin d'intéresser les maires de chaque commune dans cette lutte contre les feux de forêt. Cette lutte, en effet, si elle intéresse les professionnels, concerne et au plus haut point les responsables locaux, communaux, sans parler de chaque habitant. Dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, des comités communaux se sont créés. Leur mission, aménager la forêt en débroussaillant, équiper le terrain avec la mise en place de points d'eau notamment, organiser des rondes de surveillance et en cas de sinistre,
participer à la lutte en réquisitionnant au besoin personnel et matériel. Plus d'une centaine de ces comités ont été créés dans le Var, comme celui de Plantcook, dans les Bouches-du-Rhône. Nous pourrons éventuellement rassembler des groupes de population sur la montade, et c'est là où le rôle de notre comité du feu est important, puisque grâce à un appel de sirène, et vous savez dans quelles conditions ceci a été défini, nous pouvons, dans quelques minutes, amener une population sur place au hameau de la montade, de façon que... La prévention, la détection sont vraisemblablement à la base le meilleur moyen de lutter contre la déclaration et la propagation des incendies de forêt. Sur les routes de ces départements, des plaques de dissuasion ont été implantées. Mais ces avertissements, comme trop souvent les plaques de limitation de vitesse par exemple, ne sont pas observés. Alors, pour lutter contre l'inconscience qui est à la base de 90% des déclarations d'incendie sur le littoral méditerranéen, on a tué l'herbe sur le bord des routes afin d'éviter que le mégot ou le pique-nique ne soit à l'origine d'une catastrophe. Dans la forêt, plus d'1 millier d'anciens harkis participent au débroussaillement prioritaire dans l'aménagement défensif du terrain. Il faut faire vite, très vite, pour tenir tête au Mistral et à la sécheresse, les deux grands ennemis de la forêt méditerranéenne. Si de nouveaux feux se déclaraient cette année, la situation sur le littoral méditerranéen serait-elle moins catastrophique que l'an dernier? Les autorités locales, comme le directeur départemental de la protection civile, ne sont pas très optimistes. J'ai trop l'habitude de ce genre de sinistre pour être optimiste d'une manière systématique. Il faut toujours penser au malheur pour l'éviter. Nous n'avons pas le droit de prophétiser de façon absolue. La lutte contre les feux de forêt, en fonction du Mistral, en fonction de la végétation, en fonction de notre relief, crée des servitudes quasi insurmontables quelquefois. Nous accueillons maintenant notre confrère Louis Cagnol, qui est le secrétaire général de Nice Matin et qui va se joindre à nous pour cette discussion sur les incendies de forêt. Alors, monsieur le préfet, le Var fait un lourd tribut toutes les années au feu. Je crois que depuis 50 ans, environ 500 000 hectares ont été parcourus par le feu. Alors, monsieur le préfet, quels sont les dispositifs que l'on a pris depuis le dernier et malheureusement très meurtrier incendie du mois d'octobre 70, en dehors du plan Mistral? Et nous avons 360 000 hectares de forêt dans le département du Var, avec un relief qui n'a rien à voir, qui n'a rien de comparable avec celui des Landes. Le gouvernement, le Premier ministre d'ailleurs, qui a fait voter des crédits exceptionnels, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture, le Conseil général, ont pris conscience une nouvelle fois, parce qu'ils s'en étaient déjà auparavant occupés, bien entendu, de la gravité de ce problème, et dès après les feux d'octobre, nous nous sommes mis au travail. Je vous donne simplement des chiffres. 1050 hectares de tranchées par feu ont été aménagés depuis le 4 octobre dernier. 3 lacs collinaires, 17 km de pistes. D'autre part, nous avons acheté, sans même attendre les crédits pour vous dire la vérité, nous avons acheté 100 millions de matériel pour intervenir en force. Mais bien entendu, je ne crois pas que tout ça sera suffisant parce que voyez-vous, dans le feu il y a 3 éléments, il y a le matériau, il y a le vecteur et puis il y a les hommes. Le matériau, eh bien cette année, il y a eu des pluies et il est certain que la forêt est beaucoup moins sèche que l'année dernière. Le vecteur, c'est le Mistral. Ça ne dépend pas de nous. On le reprochera peut-être au gouvernement, mais nous ne pouvons rien contre le Mistral. Et puis, il y a les hommes. Alors, nous avons avisé, nous avons informé au maximum. Il y a eu une campagne de propagande par la presse, par la radio, par la télévision, propagande intensive, et vous avez pu le constater, aujourd'hui encore, des jeunes boy scouts accolent des papillons sur toutes les voitures en demandant d'être prudents. Pour ma part, j'ai fait une lettre que je mets dans tous mes papiers administratifs, même les plus rébarbatifs, où je mets les gens en garde et leur demande de prendre des précautions contre les incendies. Mais bien entendu, tout cela ne sera pas encore suffisant, et c'est pour ça que nous nous sommes mis tous ensemble, avec les maires, avec le Conseil général, pour adopter une politique commune et apporter du nouveau. Et c'est ainsi
que nous avons créé ces commissions communales qui rassemblent surtout les chasseurs, qui connaissent bien la marche du feu, qui ont permis d'ailleurs déjà d'arrêter des feux. Et nous avons créé ce plan Mistral, qui est une conception originale que j'ai fait d'accord avec M. Laporte, le préfet de région, et d'accord bien entendu avec mon ministre de l'Intérieur, avec M. Bord, le secrétaire d'État, qui est une sorte de prémobilisation lorsque les circonstances sont telles qu'il y a les maximums de chances, ou plutôt de malchance, qu'un incendie se déclare, c'est-à-dire lorsque la forêt est très sèche et lorsque la météo nous annonce un Mistral très important. Monsieur le préfet, la forêt ne pourrait pas être débroussaillée par les propriétaires. Je crois que la forêt varoise compte 33 000 propriétaires, c'est-à-dire que pour 265 000 hectares, il y a 33 000 personnes qui pourraient et qui devraient, je crois, d'après la loi, s'occuper elles-mêmes de leurs parcelles de forêt. C'est exact. J'ai pris d'ailleurs un nouvel arrêté le 1er mars 1971 pour rappeler à chacun des propriétaires ses responsabilités. Et vous voyez, ce n'est pas facile. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Et à ce moment-là, il m'appartient, après avoir saisi la justice, de me subroger à ces propriétaires pour faire les travaux et naturellement me faire rembourser ultérieurement. Mais, et c'est un des soucis de M. Bord et de M. Marcelin, mais nous n'avons pas la masse d'argent nécessaire pour consentir à ces avances qui seront remboursées dans des délais assez longs. Sur le plan des effectifs pour la lutte? Pour la lutte contre l'incendie, nous avons à l'heure actuelle le plan Mistral. Si nous arrivons, si vous voulez, au dernier degré, au dernier stade de gravité, mettra en action à peu près 1000 hommes. En cas d'incendie, avec les forces du département, nous pourrions avoir 1400 hommes, mais il est certain que la lutte contre l'incendie est une lutte régionale et même nationale, et qu'à certains moments, le directeur départemental de l'incendie et moi-même avions à notre disposition près de 3000 hommes qui luttaient ensemble contre le feu. Docteur Giraud, le point de vue du maire? Eh bien, Saint-Raphaël fait un effort considérable. Nous avons un corps de pompiers volontaires. Ce sont tous des employés municipaux. Et croyez que pendant les périodes d'incendie, c'est les périodes d'été, où nous avons énormément de travail de voirie à faire. Cela nous pose des problèmes quasiment irréalisables. Est-ce qu'il y a des solutions quand même à la prévention, la lutte? La solution, à mon avis, est une urbanisation raisonnable. Elle est réclamée par les maires du Moyen-Var, par les maires du Haut-Var. C'est un petit peu le contraire d'ici. Ici, nous voudrions que l'on module l'urbanisation. Les maires du Moyen-Var voudraient au contraire qu'elle soit très aidée, cette urbanisation, et je pense que c'est un moyen extrêmement efficace de lutte contre l'incendie. D'ailleurs, à cet égard, bien entendu, dans le cadre du schéma général du littoral, qui est en voie de préparation, je suis tout prêt, je vous l'ai dit, je l'ai d'ailleurs dit au Conseil général qui m'approuve et aux maires des communes forestières, je suis tout prêt à faire 2 essais, l'un dans la région de Toulon et l'autre dans la région de Saint-Raphaël-Fréjus. Mais en ce qui concerne l'urbanisation, j'ajoute que bien entendu, il ne s'agit pas que l'incendie soit au service de l'urbanisation, mais il faudra que l'urbanisation soit au service de l'incendie, c'est-à-dire que le débroussaillement soit suffisant pour que ces constructions puissent s'ériger en autodéfense, et d'autre part qu'il y ait à l'intérieur de ces villages ou de cet îlot d'urbanisation des moyens d'intervention qui se mettront à la disposition des forces départementales. Ah, je ne ferai ça que sous forme de ZAC, et j'exigerai que les promoteurs participent ou même fassent la totalité du prix de l'acquisition. Mon colonel, vous vouliez dire encore un mot sur la fusion des 2 communes, le projet de fusion. Ah, le projet de fusion. Alors, je dis tout de suite que je suis favorable à la fusion et que je la considère comme inéluctable. Maintenant, cette fusion doit être préparée. Alors, publiquement, comme je l'ai fait à plusieurs reprises en privé, je propose à mon collègue de Saint-Raphaël de constituer une commission intermunicipale qui serait chargée d'étudier ce problème. Elle aboutira ou elle n'aboutira pas, mais je crois que c'est un problème que nous devons étudier. Et après l'avoir étudié, eh bien, les solutions préconisées par cette commission seront, pourquoi pas, soumises au référendum des 2 populations des 2 communes. Au fond, vous passez du feu à la fusion avec rapidité. C'est ça, alors, en ce qui concerne le feu, je dois vous dire quelque chose. Alors, j'ai constitué une commission, non pas municipale, mais extra-municipale, de lutte contre non seulement contre les incendies, mais contre tous les autres fléaux. Elle s'intitule Commission de lutte contre les risques naturels. Alors, nous avons en somme, nous, prolongé le plan Mistral. Chaque fois qu'il est mis en œuvre, ce plan Mistral,
nous barrons les voies, les chemins, les laies forestières qui permettent d'accéder aux forêts. Vous me permettez, monsieur, d'accord avec les maires, nous n'hésiterons pas, s'il le fallait, si la situation était grave, comme on l'a fait d'ailleurs l'an dernier, à barrer certaines routes. D'accord, bon, je vais vous arrêter, monsieur le préfet. En effet, nous devons maintenant retourner à Paris pour les cotations définitives à la bourse. Michel Tardieu. Bien comme vous, Paul Lefebvre, les Français se précipitent plus volontiers vers le sable des plages que sur le métal jaune. En ce moment, ce n'est pas Paris qui mène la danse dans l'envolée des prix de l'or, tout se passe sur le marché international de Londres. Le franc français fait figure de monnaie forte et pour l'instant, les Français ne cherchent pas de refuge. Les opérateurs internationaux, mais je crois qu'on pourrait voir les cours de l'or, les opérateurs internationaux, eux, sont beaucoup plus nerveux. Ils craignent que la diminution des réserves monétaires des États-Unis, dont je vous parlais tout à l'heure, des réserves d'or et de devises, conduisent finalement les autorités de Washington à déclarer un embargo complet sur les sorties d'or des États-Unis. Vous savez qu'actuellement fonctionne la fiction du double marché de l'or qui permet quand même, dans certains cas, aux pays qui détiennent trop de dollars de les échanger encore contre un petit peu de l'or qui reste dans les caves de Fort Knox. C'est ce que les Suisses ont fait la semaine dernière. Les Suisses ont changé 50 millions de dollars contre de l'or, opération qui n'a bien sûr pas fait très plaisir à la trésorerie américaine. Vous voyez que cela a entraîné une hausse des mines d'or. Et bien sûr, si les Américains arrivaient à une telle décision, cela ajouterait encore un petit peu plus au délabrement du système monétaire international. Et il faut bien constater que, comme prévu, l'été a été chaud et sera chaud sur le plan monétaire. Pour lutter actuellement contre l'affaiblissement du dollar et contre le redémarrage de l'inflation, la Réserve fédérale américaine a tendance à resserrer le crédit et donc à renchérir le prix de l'argent. Politique inverse de celle des Japonais qui, eux, sont riches en devises et qui viennent d'abaisser d'un quart de point leur taux d'escompte. Le renchérissement de l'argent aux États-Unis explique en grande partie l'indécision de la bourse américaine de Wall Street. Et ceci malgré quelques bonnes nouvelles, car certaines des grandes sociétés américaines, comme Ford par exemple, et ITT, d'ailleurs c'est assez curieux, ITT perd 80 centimes, alors qu'ITT, vous le voyez sur ce tableau, alors qu'ITT vient d'annoncer que ses bénéfices pour le premier semestre sont en augmentation d'environ 10% sur ceux de l'année précédente. Ford a annoncé une augmentation de ses propres bénéfices de l'ordre de 20% pour le premier semestre. Les valeurs françaises, je vous l'avais dit tout à l'heure, ont beaucoup mieux fini la séance d'hier qu'elles ne l'avaient commencé. Et aujourd'hui, on a continué sur l'élan de la fin de séance. Vous voyez qu'il y a des hausses nombreuses, des hausses modérées mais nombreuses. Les pétroles sont toujours très fermes. La Française des pétroles à 249, deuxième cours. Et vous verrez tout à l'heure aussi que l'Aquitaine est en hausse. Rhône-Poulenc à 221 en hausse très sensible. Les chimiques avaient été d'ailleurs des vedettes de la séance d'hier, à la suite de plusieurs articles parus dans la presse allemande et dans la presse française, qui soulignent qu'actuellement, sur le plan européen, l'industrie chimique française est probablement la mieux placée, sinon la plus forte. Et qu'en tout cas, Rhône-Poulenc est le moins endetté de tous les grands chimistes européens. La construction électrique, elle aussi, a fait hier figure de vedette, et aujourd'hui, vous voyez, la progression continue dans la plupart des cas, sauf Thomson qui perd 1,20 franc, Alstom perd 80 centimes, mais ce n'est pas très sensible. L'industrie de la construction électrique a signalé que pendant le mois de mai, l'accroissement de son chiffre d'affaires avait été de l'ordre de 15% et qu'on sentait un certain plafonnement de la progression, mais tout cela à un niveau très acceptable puisque par rapport à l'année précédente, la progression est encore de l'ordre de 7,5% pour la construction électrique. Quelques hausses au hasard. Et pour terminer, je vous signale que le Pinet, lui, gagne 80 centimes à la remorque, bien sûr, des pièces d'or. Ici, la Bourse de Paris, à vous les studios. Eh bien, c'était l'édition spéciale Fréjus Saint-Raphaël de Télémidi. Prochaine édition spéciale de Télémidi, vendredi prochain, au Sable d'Olonne. Fréjus et Saint-Raphaël et leur soleil vous souhaitent une bonne journée en attendant votre visite.